Madame, Monsieur, bonsoir. À Tindouf, l'aide humanitaire existe sur le papier, mais sur le terrain, elle manque cruellement à ceux qui en dépendent pour survivre. Depuis des décennies, les rapports s'accumulent. L'ONU, le PAM, l'UNICEF, l'OLAF ou d'autres ONG internationales, tous décrivent la même réalité, une aide massive, certes, mais qui se volatilise avant d'atteindre les plus vulnérables. Et les chiffres sont lourds. Près de 80% des habitants vivent en insécurité alimentaire, des rations en dessous des seuils vitaux, plus d'un enfant sur deux souffrant d'anémie et une malnutrition qui dépasse les seuils d'urgence fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce contexte, des audits et contrôles rigoureux s'impose et rappelons à ce propos que beaucoup d'appels ont été réitérés par le Royaume du Maroc à différentes tribunes, que ce soit dans le Conseil des droits de l'homme à Genève ou d'autres institutions, pour que la communauté internationale prenne sa responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe à Tindouf. Alors, c'est un changement de méthode qui est nécessaire, avec plus de traçabilité, plus de responsabilité, plus d'exigence. Il faut rappeler aussi une évidence trop longtemps évitée. L'humanitaire ne peut pas prospérer dans l'opacité. Et surtout, on se pose cette question aujourd'hui. Combien de temps encore des populations entières devront payer le prix d'un système verrouillé, sans recensement, sans audit indépendant, sans reddition de comptes ? Et peut-être enfin une chance de remettre l'humain au centre d'un entêtement politique figé dans les années de guerre froide. J'accueille pour l'émission ce soir le professeur de relations internationales, et parce qu'il s'agit aussi de droit international dans cette émission, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh Khadija. Merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Avec nous aussi l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir madame, et merci pour l'invitation. Babik, toujours un plaisir de vous accueillir et un plaisir renouvelé d'accueillir le politologue et professeur de droit, professeur Mostafa Saïdi. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, messieurs, un point sur la situation. Quels sont les derniers chiffres dont nous disposons? Quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain? Colonel Hassan Saoud. À Tindouf. À Tindouf. Voilà un territoire où il y a des séquestrés. Ils ne répondent pas aux normes de réfugiés. Et je vous le dis, c'est une bombe à retardement parce qu'il y a un mélange d'insécurité, de criminalité transnationale organisée, de radicalisme et d'emploi d'enfants et tout ce qu'on peut imaginer comme atteinte aux droits. Malheureusement, on n'arrive pas à régler ce problème, surtout celui de l'aide humanitaire, qui est essentielle, tant elle s'évapore, peut-être qu'on verra les circuits, elle s'évapore entre les détournements, les ventes dans des pays voisins, les ventes également à l'intérieur de la ville de Tindouf, aux citoyens de Tindouf. Et nous voilà dans une situation qui a été décriée par l'OLAF, comme vous l'avez dit, en préambule. Et par le PAM aussi, par le programme d'aide le programme alimentaire mondial, et surtout la pression du Parlement européen, du Sénat français et de beaucoup d'autres institutions européennes pour amener, évidemment, à ce que nous voyons aujourd'hui, pour beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de traçabilité de l'aide humanitaire, quelle qu'elle soit en nature ou en fonds propres. Peut-être qu'on va parler de comment s'est organisé ce travail mafieux avec la complicité du pays accueillant. Et aujourd'hui, il va falloir changer de procédé, davantage de contrôle, davantage et surtout, de mon point de vue, une audit périodique. Oui, est-ce que quand on parle de 88% de la population en insécurité alimentaire, est-ce qu'on est dans une simple alerte humanitaire ou déjà dans une alerte sécuritaire, colonel Saoud? Ce que les gens ont constaté, c'est évidemment de la famine qui atteint les femmes et les enfants, l'absence de médicaments, et puis des maladies
respiratoires, des maladies de peau, et puis toutes les maladies inhérentes à l'eau, impropres à la consommation, et ça dégrade la santé de toutes ces personnes-là, et les rapports qui filtrent, même s'il y a une opacité, parlent quand même d'une situation catastrophique de ces séquestrés, évidemment. Oui, alors, violation claire des droits de l'homme, professeur Abou Dahab. Que fait-on finalement de ces rapports des organisations? On a cité le PAM, l'OLAF pour ce qui concerne l'Union européenne, mais ainsi que d'autres organisations non gouvernementales, des ONG internationales. Les rapports sont là, mais est-ce qu'il y a une réponse aussi adéquate à ces rapports, à ces conclusions de rapports qui sont alarmantes, comme les chiffres que certains que je viens de partager? Vous savez, Madame Khadija, c'est une question pertinente, car l'origine du problème, en fait, elle se trouve dans la nature juridique de ces camps, qui se trouve, Hassan Saoudi vient de le souligner, sur l'État algérien, sur un territoire qui s'appelle Tindouf et autres, mais que, en plus, il y a eu délégation, entre guillemets, du pouvoir de gérer les camps aux séparatistes du Polisario. Ce qui fait, ça crée un imbroglio à plus d'un titre. D'abord, pour définir la responsabilité et les choix à quels acteurs au pluriel, au cas où il y a l'insécurité alimentaire, au cas où il y a des pandémies qui peuvent éclater, endémiques qui peuvent devenir des pandémies, etc. Et par ailleurs, nous constatons, il est vrai, qu'il y a pas mal d'ONG, d'institutions internationales, vous avez cité le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui ont dressé le constat de ce genre de fléau, finalement, qui caractérise les camps. Et non seulement cela, mais des recherches très sérieuses. Ça me rappelle Karatini, anthropologue, qui a fait même du terrain, qui a constaté que des pratiques d'exploitation même sexuelle et autres existent et sévissent dans les camps. Deuxième point essentiel, c'est que la communauté internationale, en général, reste impuissante, sinon spectatrice, malheureusement. On a l'impression que nous sommes dans une sorte de passivité jusqu'à preuve du contraire, dans le sens où, par exemple, une règle comme la responsabilité de protéger, vous savez, qui a été considérée désormais depuis 2005 comme étant une règle de droit international coutumier, n'a jamais été activée, quand on sait combien il y a des risques potentiels de déflagration de ces camps et en même temps généralisation de situations alarmistes. J'ajouterai à cela le blackout imposé par diktat par les milices polisariennes, qui évidemment empêche la sortie d'informations ou la propagation d'informations. Et ceux qui sont tentés de le faire sont tensés, réprimés, emprisonnés, torturés, etc. Ce qui interpelle aujourd'hui la conscience de la communauté internationale, mais également les autorités algériennes, car c'est elles finalement qui supervisent le déroulement de toutes ces situations inhumanitaires qui étaient décriées par plus d'un. Est-ce qu'on peut parler encore de neutralité humanitaire dans le contexte actuel, professeur Sahibi? Neutralité, c'est difficile, mais peut-être rappeler à nos téléspectateurs d'où viennent ces camps de Tindouf. Ces camps de Tindouf. Oui, rappel historique. Voilà, ils ont 50 ans. Oui. C'est-à-dire, il y a eu un recensement espagnol en 1973 qui a donné 74 000 électeurs à peu près. Puis le processus de mobilisation du Maroc, 1974. L'avis de la Cour internationale de justice, et à partir de 1975, un certain nombre d'éléments qui étaient de Sahraouis qui étaient dans les provinces sahariennes ont été encadrés et on a pris des mesures du côté algérien pour les évacuer vers Tindouf. C'est ça le noyau d'origine. C'était à peu près 3000 personnes, donc parce qu'il y avait la répression espagnole, ça n'allait pas très bien, ils les ont encadrés, etc., avec le soutien de la Libye. Deuxième observation, quels sont les effectifs de ces séquestrés, de ces réfugiés de Tindouf? Nous avons évidemment le chiffre algérien du mouvement séparatiste qui disent à peu près 170 000. Pourquoi 170 000? Parce que, évidemment, c'est de la gonflette arithmétique, parce que ça permet d'augmenter l'aide alimentaire à laquelle vous avez fait référence. Pourquoi donc? Parce que plus il y a de réfugiés déclarés administrativement, et plus, évidemment, ça doit être pris en compte par les organismes qui sont donateurs, oui. Le PAM et l'Union européenne, etc.
Du côté de l'ONU, on retient 90 000. Du côté marocain, on retient 40 000. Parce que probablement, nous sommes les mieux informés des réalités. Et dans cette population des 40 000, le taux des Sahraouis d'origine marocaine, c'est 20%. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai un document d'une ONG espagnole peu soucieuse de complaisance à l'endroit du royaume, qui sur place a travaillé, il a dit il y a à peu près 20 à 22% de Marocains. Le reste, c'est des Maliens, c'est des Somaliens, c'est des Mauritaniens, c'est des Tchadiens, etc. C'est pour ça, pourquoi j'insiste sur ce point, c'est pour ça que l'Algérie refuse obstinément depuis pratiquement 50 ans le recensement. Qui est obligatoire. Eh oui, parce que le recensement... Selon le droit international. Eh oui, le recensement permettrait de dire qui est qui, etc. Voilà une situation qui est tout à fait condamnable au regard de la communauté internationale, laquelle ne s'en préoccupe pas beaucoup. Oui. C'est le fait que le recensement ne soit pas imposé. Alors on a bien les résolutions du Conseil de sécurité qui insistent auprès de l'Algérie, demande au HCR, etc. Mais on n'avancera pas dans ce dossier si on ne commence pas par régler ce problème numéro 1 du recensement. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de recensement, il ne peut pas y avoir applicabilité du plan marocain d'autonomie validé par le Conseil de sécurité, notamment dans la résolution 2697. Autre problème qui se pose pour ce qui est maintenant du dévoiement de l'aide alimentaire, il y a un rapport de l'OLAF, qui est l'organisme européen de lutte antifraude de 2015, qui est extrêmement sérieux, qui a été d'ailleurs repris. Il y a également un mémorandum du Sénat français que j'ai consulté d'ailleurs avant de venir à cette émission, qui a été fait sur ça. Il y a également un certain nombre d'autres études qui ont été faites. Quels sont les points j'appellerais, de vulnérabilité aujourd'hui de ce dossier? Premier point, c'est la surévaluation des bénéficiaires. C'est ce que parlait de gonflette. Vous disiez tout à l'heure, on gonfle un peu les chiffres pour c'est la gonflette. Plus de réfugiés, plus d'aide et plus d'argent. C'est la gonflette. Deuxième élément, c'est qu'il y a une intermédiation politique obligatoire de qui, ça a été soulevé par mes deux amis ici présents, de l'Algérie. Et il y a une grande responsabilité politique de l'Algérie parce que, en violation de toutes les règles du droit international, elle délègue une partie de sa souveraineté sur un territoire à une organisation séparatiste. C'est une délégation de compétences régaliennes de souveraineté. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Troisième élément, l'absence de contrôle de la chaîne, de la chaîne de l'aide alimentaire. La chaîne alimentaire, elle arrive où? Elle arrive au port d'Oran. C'est un port qui se distingue, vous le savez, comme étant le centre algérien du trafic de cocaïne. Je rappelle, moi je donne des faits. Oui. Voici 4 ans, le fils de l'actuel président algérien, Tebboune, son fils, avait été arrêté, impliqué dans une affaire de grosse cocaïne, etc., mettant en cause d'ailleurs d'un général, de ça, etc. Il a eu 1 an de prison. Et il a été relâché, tenez-vous bien, 4 semaines après l'élection du président de la République, en l'occurrence son père. Ça, c'est des faits, il faut le dire. Dernier élément, il y a eu sur place un écosystème mafieux, comme ça a été dit. Ça arrive à Oran, il y a des circuits donc, qui alimentent le marché algérien. Eh oui, Mauritaniens et autres, etc. En produits alimentaires. Oui, produits alimentaires, évidemment. En plus. Ce qui est destiné à l'aide humanitaire se transforme en commerce, en fait. Tout à fait. Commerce mafieux, donc sans origine, sans rien, sans taxe, etc. Ce qui arrive dans les cantidouves, dans les 50 cantidouves, c'est les produits alimentaires. Ça, c'est l'aide alimentaire. Il y a une autre aide d'association d'argent. Eh oui, c'est des millions. Alors, le total de chiffre d'affaires de cette affaire-là, c'est entre 20 et 30 millions de dollars par an. Eh oui. Mais qui en profite dans les camps? Parce que là, vous parlez si vous voulez, de la chaîne avant d'arriver au camp. Mais quand ça arrive au camp, qui en profite? Qui en profite? D'abord, un certain nombre de responsables algériens en Algérie. Déjà. Qui sont là en rapport donc avec... Donc ça, c'est l'amont, on va dire. Alors, quand ça arrive au camp, qui en profite? Et en profite, c'est une administration
particulière de réseaux, etc., qui se servent de cela. Qui est juridiquement responsable aujourd'hui, professeur Abou Dahab, des populations séquestrées à Tindouf, juridiquement? Juridiquement, c'est l'état d'accueil. Absolument. Mais comme mes amis l'ont fait remarquer, c'est qu'il y a une ambiguïté, une équivoque d'ailleurs, que nous soulevions toujours, c'est que d'une part, vous avez une entité qui s'appelle la RAS, qui se prétend être un État alors qu'elle n'a aucunement les critères d'effectivité au regard des critères exigés par le droit international, que ce soit conventionnel ou dérivé, c'est-à-dire coutumier, ni jurisprudentiel, et que, en vérité, les autorités algériennes, depuis 1976, sa proclamation, soi-disant autoproclamation, avait essayé un peu de dénaturer la nature réelle des camps. Mais à juste titre, Madame Khadija, vous avez parlé de séquestrer. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le droit international n'a pas intégré cette catégorie dans le corpus normatif. Oui. Mais vous avez ce que nous appelons les déplacés de force. Quelle est la différence? Voilà, exactement. Ce serait bien qu'on précise la différence entre séquestrés et réfugiés. Certains manquent encore cette nuance. Réfugié peut être quelqu'un qui a fui son pays parce qu'il a été persécuté pour des raisons de race, de religion, voilà, linguistique, absolument. Il n'y a pas de souci. À la limite, il y a un droit international existant. C'est la Convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967 qui impose aux États qui sont dans la partie un certain nombre de responsabilités, notamment via la sécurité, à la mobilité, à la libre circulation, l'acheminement des aides, etc., etc. Absolument. Et l'imputabilité, c'est-à-dire le fait de rattacher une infraction à une entité étatique, en l'occurrence l'Algérie. Oui, mais l'Algérie, c'est le pays hôte, continue à s'exonérer de ses obligations humanitaires. Parce que nous avons ces situations ambiguës. Mais il faut que nous soyons lucides. Pourquoi ? Parce que uniquement l'Union africaine, jusqu'à aujourd'hui, ce qui constitue une hérésie monumentale, reconnaît encore cette entité dans les circonstances que tout le monde sait de 1984. Mais par ailleurs, l'ONU les considère comme étant des réfugiés. Si tel est le cas, normalement, l'ONU n'a pas accompli ses responsabilités, notamment via le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui doit préalablement exiger un recensement, identifier les besoins et par la suite déclencher la responsabilité internationale de l'Algérie au regard de la situation dans les camps. On peut parler d'exploitation sexuelle des enfants, on peut parler d'enrôlement militaire, peut-être nous y reviendrons. Nous y viendrons, et c'est la raison absolument. pour laquelle aujourd'hui, basta, comme on s'est dit en espagnol, il faut absolument que la situation cesse. Parce que le droit international aujourd'hui, de plus en plus regardant, il est vrai, malgré ses limites, mais sachant que aujourd'hui, nous devons absolument être regardants sur la question de l'effectivité du droit international au niveau des camps. Et en même temps, puisque vous avez posé la question, Madame Khadija, sur les séquestrés, en fait, c'est une catégorie que, à mon avis, de bonne loi, les Marocains avaient suggéré les années 80, au moment où on parlait aussi de référendum confirmatif. Et rien n'empêche un État de faire des plaidoyers en termes de pratiques conventionnelles internationales. Oui, il y a aussi des séquestrés. Moi, je pense que c'est le cas aussi des personnes qui se trouvent dans une prison ouverte à Tindouf, ouverte et fermée, parce qu'il y a les geôles, attention, parce qu'il y a de la torture. Et tout à l'heure, j'ai parlé de blackouts, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe réellement dans les camps. Les opposants, par exemple, qui sont réprimés dans les manifestations parfois qui se déclenchent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut faire véritablement un vrai plaidoyer, peut-être, j'en sais rien, auprès du Conseil de paix récemment créé par M. Donald Trump. Ça pourrait être l'occasion aujourd'hui d'étendre un peu son spectre sur ces camps pour que nous sachions exactement ce qui se passe dedans. Colonel Saoud, d'abord un commentaire, peut-être, ou un complément d'information par rapport à la situation, par rapport aussi à la position du pays hôte, n'est-ce pas, qui est pas simplement neutre, mais aussi complice. D'autant plus que ces dernières années, il faut le rappeler, il y a eu, j'ai ça devant les yeux, quelques-unes, pas toutes, des enquêtes judiciaires, il y a aussi des rapports de presse, colonel Saoud, qui ont mis en cause des cadres d'organisations humanitaires algériennes autour de détournements d'importation et d'aide destinée aux camps. Pour le fait historique, parce que si Mustafa m'a interpellé, c'est peut-être compliqué. Vous savez pourquoi on refuse le recensement? Parce que le premier responsable des Polisario, qui est mort en Mauritanie,
l'Algérie a mis à sa disposition tout un matériel de transport pour faire le ratissage Mauritanie, Mali, Niger, etc. Oui. Et il a rassemblé tous les Bédouins dans ces pays-là pour les ramener de force. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas parce qu'il n'y a pas de vrai Sahraoui. C'est pour aborder dans ce qu'il a dit. En ce qui concerne cette organisation criminelle, madame, vous savez, le noyau, ça a été dit, c'est Oran, pour l'aide alimentaire et l'aide en médicaments. On l'oublie souvent. On l'oublie, effectivement. On l'oublie. Faites bien de le rappeler, merci. Et vous savez que l'OLAF et l'Union européenne ont fait une surveillance satellitaire pour la traçabilité des détournements. Et c'est documenté. Donc, en fait, on ne fait plus de traçabilité pour les aides, on fait carrément la traçabilité des détournements. Pour les détournements. C'est un fait marquant. Oui, parce que tout se distribue à partir d'Oran. Ça a été dit par et c'est là le magasin central. Je parle des produits. Et bon, il y a une taxe de perçu. Il y a une taxe de 5% au profit de l'État algérien. De taxe, qui paye ta taxe, pardon, je ne vous suis plus. Eh bien, c'est prélevé sur les produits. Donc, ce que vous dites, c'est que ce réseau mafieux, oui, c'est mafieux, paye une rente. Voilà, une rente. Au régime, pour qu'il puisse opérer tranquillement. Il faut dire, en fait, il paye un peu aussi sa route. Ce qui est une aberration fiscale, si vous le permettez, parce qu'une aide alimentaire n'est pas elle est exonérée. Elle est exonérée. Mais c'est une caissoire. Et vous avez une partie qui part dans les stocks de la Grande Muette, une bonne partie. C'est l'oligarchie polysarienne. Et qu'est-ce qui reste pour ces gens-là? On parle de 80% qui disparaît. Bon, alors les réseaux concernant l'aide financière. Alors, vous avez le Croissant Rouge algérien et vous avez le Croissant Rouge du Polisario qui reçoit l'aide pécuniaire. Alors, comment on s'organise? On s'organise par la création d'un bureau. D'ailleurs, quels sont les acteurs? Vous avez le Croissant Rouge algérien, Madame Ibtissam Hamlaoui. Et vous avez le Croissant Rouge du Polisario, un certain Bouhbini Yahya. Voilà les deux acteurs principaux. Et comment ça se fait? Et la représentante internationale du Croissant Rouge algérien, c'est une certaine Ratiba Achour. Et c'est elle qui était chargée de tout ce montage. D'ailleurs, son mari a un bureau de fret à Oran. Voilà. La boucle est bouclée. Voilà. Et alors, en ce qui concerne les fonds, ils sont recyclés dans l'achat des pièces de rechange, de l'huile moteur. Et ça, c'est documenté. Et tous ces produits-là vont dans les marchés à Tindouf et dans les villes intérieures d'Algérie. Ça, l'OLAF a fait beaucoup de recherches, etc., sur ce plan-là. Mais l'Union européenne continue de faire parvenir ces aides. Savez, s'il n'y avait pas la pression, comme ça a été dit, du Parlement européen, de beaucoup d'organismes et tout ça, rien n'aurait été fait. Mais est-ce qu'il y a une présence physique de l'Union européenne à Oran pour contrôler et poursuivre? Il n'y a rien de tout ça. C'est pour répondre à certaines dénonciations. Et vous avez là un marché juteux qui a été évalué selon certains observateurs à 20 millions d'euros. Quand vous dites les 20 millions d'euros, ce ne sont pas les aides, ce sont les bénéfices des aides. C'est des aides financières transformées en pièces détachées pour les véhicules. Pour certains moteurs, on les achète et on les vend pour les véhicules des gens du Polisario qui sont dans les camps. Et ça, c'est acté, c'est un marché. Colonel Saoud. C'est acté, il y a des documents qui attestent la véracité de ce que vous dites. La preuve, c'est qu'il y a eu un procès 2023 en Algérie
concernant le croissant rose algérien, où Madame la Présidente a été laissée de côté. Et on a pris un second coton qui est Ratiba Achour et qui est toujours en prison pour ça. Et 8 personnes dans ce réseau-là ont été condamnées, mais le correspondant du Croissant Rouge de Polisario est libre et riche et qui continue son activité. Voilà un peu ça. Donc nous sommes dans un réseau mafieux. Est-ce que les populations ne savent pas tout cela? Les populations à Tindouf, elles n'ont pas vent de tout ce trafic qui se passe derrière leur dos, j'ai envie de dire sur leur dos aussi, parce que c'est finalement leurs aides qui sont détournées et qui font madame, les beaux jours d'un réseau mafieux. Il y a un site du Polisario qui a dénoncé tout ça et dont les responsables ont été sanctionnés au même titre que des lanceurs d'alerte algériens qui étaient dans ce réseau-là et qui croupissent encore en prison pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse via les réseaux sociaux qui continuent à purger à peu près 2 ans de prison chacun, une femme et un homme. Donc mais tout ça est documenté, madame. Et l'OLAF le sait, l'Union européenne le sait. Malheureusement, et comme on l'a dit... Pourquoi cette impunité persiste? Pourquoi on ferme les yeux sur autant de... Oui, parce que tout le monde en profite. Est-ce que vous avez jamais vu une résolution des Nations Unies qui parle du détournement de denrées? Moi, de mémoire, j'ai demandé aux spécialistes, il n'y a pas un mot sur les détournements qui sont actés. Il y a une autre raison, si vous le permettez. Mais c'est un point important quand même. Oui, c'est ça, sur ça. Oui. C'est la difficulté pour la communauté internationale de mettre en cause l'Algérie, de stigmatiser la politique poursuivie par ce pays. Voilà. Vous savez, on le voit, et j'ai eu des informations souvent dans les milieux des Nations Unies, autres, etc. Autant il y a une mobilisation de la communauté internationale au niveau du Conseil de sécurité pour ce qui est d'un certain nombre de principes, une solution négociée, soutien au Maroc, etc. Autant quand ils arrivent au périmètre des sanctions intéressant le statut des séquestrés de Tindouf, il n'y a pas grand monde. Et on le voit dans toutes les résolutions. C'est-à-dire, quand on arrive à ce périmètre-là, on demande instamment au HCR de prendre des dispositions. On souligne la nécessité pour l'Algérie de prendre des mesures. Non, mais il faudrait quand même que l'Algérie laisse aussi le HCR exercer pleinement son mandat. Oui, mais... Et donc recenser les populations. Mais on ne peut y arriver qu'en faisant suffisamment pression sur l'Algérie pour qu'elle laisse travailler le HCR. Comment on peut faire pression sur l'Algérie? Au niveau de la communauté internationale, au niveau des résolutions du Conseil de sécurité. Il peut y avoir... Si déjà le Conseil de sécurité, à travers plusieurs résolutions, nomme l'Algérie comme partie prenante dans ce différend régional, et que cette même Algérie fait la sourde oreille. Vous avez raison, mais on peut aller plus loin. Comment? On peut monter d'un cran. Comment on peut monter d'un cran dans le droit international? En demandant au HCR de prendre des mesures, donc normatives et opérationnelles, pour faire le recensement dans les camps. Et on verra à ce moment-là si les experts du HCR arrivant à Alger vont être refoulés ou pas par l'État algérien. Oui, mais voilà comment on crée des situations. Ça traîne depuis 21 ans, depuis 2005, depuis cet appel ou cette recommandation de l'inspecteur général du HCR de l'époque, qui n'a toujours pas été mis en œuvre. Donc ça fait 21 ans, 2 décennies. Oui, professeur Aboudab. Il y a peut-être une certaine pudeur marocaine aussi, il faut le dire. Qu'est-ce que la pudeur dans la diplomatie et dans les affaires de droit et de relations internationales? On joue sur la stratégie indirecte, si vous voulez. C'est le ton long, etc. Oui. Mais permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, qui de droit peut normalement, à mon avis, carrément saisir la Cour internationale de justice pour aller loin. Et nous sommes devant notre cher ami et avocat, Sismi, et professeur, pour essayer d'engager la responsabilité internationale de l'Algérie par rapport à la situation humanitaire au niveau des camps. Et au regard de ces obligations découlant, qui sont des obligations dites erga omnes, c'est-à-dire elles sont opposables à tous. Ah oui. Parce que ce sont des normes objectives, etc. Et à ce moment-là, on pourrait réfléchir peut-être à des actions de ce genre, mais il faut que nous appuyions notre demande par des documents, par la traçabilité, par des images. Et la question ne se limite pas au détournement des aides, à mon avis, ou encore
quelle qu'elle soit, humanitaire, c'est-à-dire alimentaire, médicale ou autre, mais la question aussi de l'enrôlement militaire des enfants et les autres activités criminelles agissant comme étant un réseau, la vente illégale d'organes, d'êtres humains, etc., etc. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement à un moment d'inflexion où nous devrions encore affûter nos armes sur le plan de la diplomatie normative, à mon avis, parce que la situation est intenable. Vous prenez, tout à l'heure, j'ai parlé de la responsabilité de protéger, de 2005, c'est un fondement juridique à des résolutions. Je vous donne l'exemple 1973. Contre la Libye, l'intervention militaire a été faite sur la base de cette résolution. Et la résolution, dans ses attendus, avait était partie sur la base justement de l'activation de ce mécanisme. Donc on active les mécanismes quand cela arrange certaines puissances aussi, peut-être. Avec l'alignement de l'Union européenne, et notamment la haute représentation, la politique étrangère, la sécurité, etc., sur la résolution 2797, la dernière qui a été prise, et donc justement considérer que le plan d'autonomie est la base de toute négociation et que les parties prenantes doivent s'engager sans conditions préétablies et que donc l'Union européenne pourrait offrir ses bons offices, entre guillemets, pour aider les négociations, les pourparlers, c'est une fenêtre d'opportunité, à mon avis, pour lancer ce genre d'alerte et en même temps montrer que nous avons des capacités en termes d'action normative, à mon avis, pour essayer d'abord de constituer des majorités au niveau de l'Union africaine, parce qu'il y a des résolutions qui ont été prises sur les détournements des aides. Récemment, au niveau de l'Union africaine, au regard de la charte africaine des droits de l'homme, des peuples, etc. Mais il faut prendre en compte... Est-ce qu'elle est sur le terrain, l'Union africaine? Oui, mais on peut... Non. Ouais, est-ce que déjà, elle est sur le terrain de l'ONU, c'est-à-dire Elle est concernée. Oui, bien sûr, de la légalité internationale. Dans ton argumentaire, il faut que tu utilises toutes les strates du droit international pour finalement dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus tolérer la situation au niveau de ces camps parce qu'elle est explosive et elle est connectée à ce que disait Si Hassan tout à l'heure, au trafic d'armes illicites. Enfin, quand vous dites explosive, il y a aussi des enfants soldats. Mais bien. Avant qu'on y arrive, s'il vous permettez, les enfants soldats, je voulais un complément et donner faire part de mes réserves sur votre proposition. Je me disais bien que ça manquait de débat ce soir. Non. Mais non. Sur la saisine de la Cour internationale de justice, elle peut donner qu'un avis. Que donnerait... Alors, on va saisir sur quelle base? Pour dire il y a des réfugiés à Tindouf qui ne bénéficient pas du statut de réfugiés, qui ne sont pas donc sous la protection du droit international humanitaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne mange pas de pain, ça ne va pas loin. Mais je reviens à la Non, évidemment. Non. Le droit de réponse, le droit de réponse. Et là, j'ai deux juristes, là. J'ai un professeur de droit international et un professeur de droit. La procédure opératoire, c'est de rester dans le droit international. Et donc, au niveau des instances, notamment le Conseil de sécurité. Exactement. C'est le Conseil de sécurité qui peut dire, voilà une situation particulière, où il y a la nécessité, je reviens donc au texte de 2005, nécessité de protéger des populations civiles qui n'ont pas le statut de réfugiés, qui ont un statut de séquestrés, qui ne sont pas recensés et où se lie par ailleurs une activité économique mafieuse. Voilà la bonne approche. Recevable? Oui, évidemment, je ne peux pas le contredire. Est-ce recevable, professeur Abou Dahab? J'ajouterai une chose. Peut-être il faut établir aussi des passerelles, quand bien même les avis consultatifs ne sont pas obligatoires. Néanmoins, il peut premièrement alimenter la constitution d'une coutume internationale sage, comme disait René Jean Dupuy, et finalement être la base d'accords ou de conventions internationales prises, être diffusé comme bonne pratique, entre guillemets, dans les circuits européens, et finalement, si vous avez un avis consultatif, il n'est pas dénué de toute valeur juridique. Il a quand même, ad minima, une certaine valeur morale, politique, même juridique. Et par ailleurs, on pourrait aussi s'y baser pour alimenter les prochaines résolutions, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, en perspective, Inch'Allah, du membership du Maroc au sein de ce Conseil 2028-2029. Encore un mot. Mais il y a des résolutions aussi qui arrivent oui, avant. Bien sûr, oui, évidemment. Si vous voyez le nombre de pétitionnaires aux Nations Unies qui ont parlé de ça, énorme. De ça. Ouais. C'est énorme. Quand vous dites pétitionnaires, ce sont des ONG? Des ONG, oui. des personnes morales, des personnes physiques
qui ont démontré aux Nations Unies toute la machine de détournement de l'aide destinée à Tindouf. C'est fait, c'est écrit, c'est enregistré, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'attendent les Nations Unies et des gens concernés, des donateurs qui donnent des informations précieuses durant leur plaidoirie, entre guillemets, et qui sont... On peut laisser juste finir, juste par rapport aussi aux enfants soldats, parce que j'ai interpellé tout à l'heure. J'ai pas fini. Oui, mais il n'a pas fini non plus, mais on peut laisser Colonel Saoud, s'il vous plaît. Merci, oui, Colonel Saoud. Donc, ces plaidoyers, ils sont effectivement quand même... là, il y a ces rapports, il y a aussi des images, des photos, notamment d'enfants soldats. Et là, c'est encore beaucoup plus grave que le détournement d'aide alimentaire, si je puis me permettre. Madame, qu'est-ce que vous voulez, les enfants soldats? On a photographié l'envoyé personnel du secrétaire général. Oui. Monsieur de Mistura était là, il a fait semblant de ne rien voir. Il n'en a pas pipé un mot dans son compte-rendu, dans son rapport. C'est quand même extraordinaire. Des enfants destinés à être sur un banc d'école. Sur une photo avec un haut responsable des Nations Unies. Des Nations Unies, et avec une arme plus longue que les enfants. Les Kalash. Voilà ce que je voulais dire. Ça va se remettre. Alors, je voudrais reprendre une idée de mon distingué collègue sur le Conseil de la paix qui a été créé. Il peut intervenir pour deux raisons liées entre elles. Ce Conseil de la paix s'occupe de quoi? Il s'occupe des foyers de tension qu'il y a. C'est ça. Donc, c'est quand même. Non, mais ils ont un certain nombre de choses. Tension à échelle variable. À échelle variable, voilà. dont évidemment la question du mouvement séparatiste et des menaces qui fait peser sur la sécurité au Maroc et dans la région. Deuxième élément de préoccupation du Conseil de la paix pour ce qui est de ce dossier, c'est la sécurité au Sahel. Quel risque sécuritaire, justement, lorsque l'aide humanitaire est infiltrée par des réseaux de contrebande d'un côté, quand les camps de Tindouf peuvent aussi devenir un foyer d'instabilité, de colère sociale, comment cela peut-il déborder sur la région? Ça va déborder au niveau des activités. C'est d'abord des activités économiques, des activités d'endoctrinement des jeunes. Les enfants soldats, il y en a entre 3 et 4 000. 3 et 4 000 recensés qui sont militarisés. Il y a également les réseaux de trafic, l'économie de mafieuse, de trafic, de contrebande, d'immigration clandestine, de crimes organisés dans toute la région. Ça ne peut pas laisser indifférent le Conseil de la paix auquel je fais référence, puisque son souci précisément, c'est de voir les foyers de tension qui n'ont pas été réglés par les Nations Unies. L'argumentaire principal de ce Conseil de la paix, c'est quoi? C'est de dire nous intervenons face à des situations de carence des Nations Unies. Bon, alors, que ça se passe. Colonel Saoud, tempère. Attendons que ça se tasse. Tempérant, les mécanismes ne sont pas encore faits. Il y a encore à avoir. C'est une idée, mais je dirais que l'Organisation des Nations Unies a au moins elle a le mérite d'exister et de continuer à exister. Vous avez vu que je suis un civil belliciste et lui est un officier supérieur pacifique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, messieurs, 50 ans après, parce que vous avez fait un rappel historique, j'aimerais bien qu'on finisse aussi avec une prospective sur l'avenir. Et d'abord, aujourd'hui, est-ce qu'on entre dans une phase critique dans ces camps de Tindouf? Professeur Abou-Bakr. Tout à fait. Alors, critique dans le sens où nous sommes dans un moment d'inflexion, de changement d'échelle et de temporalité, pour plusieurs raisons. D'abord, la sécurité est devenue globale et interdépendante à travers toutes ses composantes. Et on le sait depuis longtemps, elle n'est pas strictement territoriale, mais elle est globale, humaine, et j'en passe. Regardez ce qui s'est passé dernièrement au Sahel, notamment au Niger, avec les tentatives de coup d'État, mais également Burkina Faso, quelques semaines auparavant, la Guinée-Bissau, etc. Et ça, c'est important. Cela veut dire qu'il y a des amplifications qui sont la résultante
d'ailleurs, de connexion entre, premièrement, le séparatisme, et c'est d'ailleurs le plaidoyer marocain, ce fameux nexus entre le terrorisme... Cette fameuse pièce avec... Absolument, et le crime. À deux faces. Tout à fait. C'est-à-dire séparatisme et terrorisme sont deux faces de la même pièce. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. La métaphore. Et vous avez raison. Et je crois que qu'on appelle ça, le plaidoyer marocain, pour qu'il devienne une sorte de mainstream, comme on dit, un courant dominant, il faut qu'il le fasse à travers des plaidoyers différents, dans pas mal de forats internationaux, que ce soit à Davos, que ce soit auprès de l'Union européenne, j'en sais rien, demain, aux responsables marocains qui donnent un discours au niveau du Parlement européen, par exemple. Parce que nous avons des canaux. Vous voyez, Madame Khadija, exact. Et même avec la France, à l'Assemblée nationale, il faut que nous défendions, que nous soyons des journalistes, des académiciens, des praticiens, des diplomates, ce genre de vérité qu'on ne peut plus voiler ou cacher, parce qu'effectivement, l'Algérie a caché la vérité. J'ai parlé de pudeur tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas utilisé beaucoup la guerre psychologique, informationnelle. Nous n'allons pas revenir sur des choses qu'on a vécues ensemble dernièrement. Oui, à la Cannes 2025. Bien parce qu'il y a la évidemment. guerre cybernétique, l'intelligence artificielle, et j'en passe. Mais je pense que nous ne sommes pas dans le même modus operandi, nous en sommes très très loin. Voilà. C'est-à-dire le Maroc, autant il est là pour prouver par les actes, par les faits, par les réalisations. Mais maintenant, il faut qu'on change. Et en face, effectivement, on voit que faut renverser la tendance. Les méthodes sont complètement à l'opposé de ce que ville, nous... évidemment, ça va de soi. Et que nous sachions aujourd'hui que dorénavant, la guerre informationnelle, de façon générale, parce qu'on parle des technologies émergentes, IA et autres, les guerres autonomes, ce qu'on appelle les armes létales autonomes, etc. Il faut absolument que nous accompagnions notre démarche diplomatique par un effort aussi en termes de guerre informationnelle. Être présent dans les réseaux sociaux de façon proactive, avoir aussi, alhamdoulilah, Média, comme elle le fait. Alors, ce qui est intéressant, puisque vous parlez de médias, c'est que, avec bien sûr nos pensées pour les gens qui ont dû être évacués de leur maison à cause des inondations, et que, fait intéressant sur les télévisions d'État algériennes, zéro mot, parce qu'ils ont les mêmes inondations, voire pire, les crues des Oued et d'autres... rivières avec des victimes, vous faites bien de le préciser, Saoud. On n'en parle pas, mais on parle des inondations qui frappent le Maroc. Bien sûr. Et en fait, moi, je trouve aussi que, alors que nous suivons la situation heure par heure sur nos médias, c'est-à-dire nos médias officiels ou privés, qui suivent la situation dans le Gharb, dans le Nord, et qui nous donnent l'information à nous, Marocains. C'est notre éducation, Léla Khadija, parce que nous tirons cette éducation d'une longue civilisation que nous avons créée il y a des siècles et qui a forgé un État, une nation, et nous avons des valeurs que nous défendons. On ne descend pas, entre guillemets, pour jouer dans les marécages, mais aujourd'hui, c'est de bonne guerre aussi que d'être très proactif avec une prévention nécessaire. Et je parle même de la sécurité humaine, parce que même les citoyens doivent être armés, qui sont présents dans les réseaux sociaux, parce que ce sont des acteurs aussi. Et donc nous devons absolument savoir que les récits que nous devons aussi produire sur les situations catastrophiques à Tindouf devraient atteindre les Sud-Africains, les gens qui sont en Amérique latine, avec un esprit, entre guillemets, polyglotte, parce que nous devons savoir aujourd'hui que véritablement, une grande part de la guerre se fait au niveau du cyberespace, de façon générale. En complément, si vous le permettez rapidement, vous avez posé la question que faire. En termes opératoires, deux propositions. La première, c'est d'œuvrer pour qualifier le mouvement séparatiste d'organisation terroriste, du fait d'un certain nombre d'éléments documentés, établis, trafic, atteinte à la sécurité, etc. Deuxième option complémentaire, la saisine de l'Union africaine pour la suspension de la prétendue RSD. Pourquoi je dis suspension et pas exclusion? Parce que les statuts, la charte de l'Union africaine ne prévoit pas l'exclusion d'un État. Bon, en tout cas pour ce qui concerne le classement de
du Polisario des séparatistes comme organisation terroriste, le projet a déjà été déposé au Congrès américain par plusieurs congressmen. Il faut qu'il y ait des relais au niveau de l'Union européenne. Non, Déjà, je pense que, il faut le rappeler, cette 15e commission mixte Maroc-Union européenne de la semaine dernière constitue de facto un véritable tournant, je dirais même un shift dans la position de l'Union européenne vis-à-vis de la légalité du plaidoyer marocain et puis l'alignement de l'Union européenne, il faut le dire, avec la résolution de l'ONU 2797, colonel Saoud. Tout à fait. En ce qui concerne le Tindouf, je vous dis, avec des éléments probants, c'est une poudrière. Et ça sera un boomerang. J'espère que je serai vivant jusque-là. Concernant la guerre informationnelle, vous savez, la technologie nous donne des moyens énormes de vérification. Le fact-checking existe. Les Algériens nous produisent des documents géographiquement faux. Or, la technologie peut vous dire, cette vidéo a été faite ici à telle date. Malheureusement, je pense que le service public doit faire un effort parce que c'est la seule façon de détruire la plupart. Et c'est des moyens faciles. Les réseaux sociaux le font. Ça ne porte pas comme l'audiovisuel public. Et les gens croient dans l'audiovisuel public. Et la répression, c'est une répression féroce qui fait tout le temps des morts et c'est une répression létale. Documentée de jeunes, lors de la dernière manifestation il y a un mois, on en a tué 4 ou 5 jeunes. Et donc, c'est une situation qui, de mon point de vue, recèle des soulèvements futurs parce que la jeunesse n'accepte plus. Et dernier élément, si c'est des réfugiés, la Convention de Genève prévoit le choix d'aller où on veut, y compris de regagner le pays. Et justement, c'est là où intervient cet appel royal du 31 octobre dernier. Sa la porte est ouverte. Encore une fois, rappelle que la porte est restée ouverte. Exactement. Est-ce qu'ils peuvent venir? Absolument. Est-ce qu'ils peuvent quitter ces camps? Il y en a qui ont commencé à quitter et qui sont aujourd'hui en Mauritanie. Ils s'enfuient en fait. Ils s'enfuient, mais ils ne peuvent pas partir. Non, on ne les laisse pas. Vous savez, de manière, voilà. C'est un cordon sécuritaire double, Polisario et armée algérienne. C'est ça. Donc, ils n'ont pas de statut. D'où le fait que ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des séquestrés. Et oui, mais les séquestrés, ça n'a pas d'appellation juridique jusqu'à présent. Mais c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert. Mais tout ça, c'est de la littérature. Comment traduire ça sur un plan juridique, et ça a été dit par Zakaria, à juste titre, et par... C'est la traduction juridique qu'il faut adopter. Est-ce que les Nations Unies peuvent... C'est une situation très difficile, mais je vous assure qu'en ce qui concerne notre pays, sans chauvinisme aucun, pour terminer, la gestion des catastrophes naturelles, il n'y a pas photo. Si on compare, il n'y a pas photo. Regardez ce qui a été fait. Parce qu'il y a de l'agilité, il y a de l'expérience, il y a un background, et il y a un mécanisme automatique institutionnalisé. Et donc, on n'a pas peur. Les catastrophes naturelles sont normales, même les États-Unis en souffrent et des fois... C'est la réactivité qui fait la différence. Là, et puis on en parle, nous. Oui, on n'a pas, c'est-à-dire que nous parlons des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Donc ils ont beaucoup de choses à apprendre. Oui, oui. Ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et sans chauvinisme aucun, il n'y a pas de comparaison possible. Non, très loin de comparer. Messieurs, je voudrais vous remercier pour cette émission, encore une fois, fort enrichissante. Merci, professeur Mustapha Sahimi. Merci à vous. Merci, colonel Saoud. Merci beaucoup, madame. Et merci à vous également, c'est Zakaria Boutaheb. Avec plaisir. Voilà, c'était donc Question d'actu. Très, très bonne soirée à tous.